Bonsoir, merci aux plus fidèles, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. C'est ce soir l'avant-dernière conférence, l'avant-dernière présentation de ce cycle, la révolution des images, la dernière présentation consacrée à la figure exceptionnelle de Winsor McCay aura lieu le mercredi 10 mai. Ce sera l'occasion aussi de revenir un peu sur d'autres précurseurs de la bande dessinée et sur quelques liens entre les médias. Mais ce soir, nous avons une longue histoire à raconter que le titre, que j'ai légèrement modifié, n'évoque qu'à grand-peine. Lumière, Méliès, leurs prédécesseurs, parfois évoqués dans les rencontres précédentes, quelques-uns de leurs successeurs, une histoire embrouillée qui va mêler technique, esthétique, science, magie, monde du jour, monde de la nuit, une histoire que le Musée des Arts et Métiers raconte très bien, et je vous invite à revoir après cette conférence les appareils extraordinaires qui y sont conservés, qui en font une des plus belles collections. Cette histoire de la naissance, des naissances du cinéma, qui est une histoire en même temps politique, nationale, puisqu'il y a entre les pays des rivalités. On ne raconte pas l'histoire de la naissance du cinéma de la même façon en Europe et aux États-Unis, en France et ailleurs. Et inévitablement, malgré mes efforts, mon point de vue sera quelque peu français. Dès l'après-guerre, comme vous le voyez, dès 1948, on tentait de raconter cette histoire et on citait quelques noms. Des noms, en l'occurrence, très français. Plateau, Reynaud, Marais, Lumière, en petit, au milieu des autres. Et puis Georges Méliès, qui à lui seul bénéficiait d'une autre exposition. Mais pourtant, l'histoire que je veux raconter va commencer bien avant, bien plus tôt, et se terminera nettement plus tard. En réalité, l'invention du cinéma va relier deux mondes extrêmement différents. Un monde qui est plutôt celui de la raison, de la logique, du progrès technologique, de progrès qui se font à petits pas, d'une longue chaîne de progrès et de transformation, et puis un autre monde qui est celui de l'illusion, des revenants, des apparitions et des trucs. Et ces deux histoires se croiseront jusqu'à nous conduire à l'invention du cinéma. Alors, voici un premier personnage au XVIIe siècle, Athanasius Kircher, qui publie ce livre qui reste une référence très importante, livre illustré de gravures, Ars Magna Lucis et Umbrae, donc le grand art de la lumière et de l'ombre, où sont notamment proposés une série de dispositifs qui esquissent l'une des parties de ce qui deviendra le cinéma, qui est le jeu des projections. Dans cet ouvrage, la lanterne magique est présentée sous un jour d'ailleurs encore un peu approximatif, puisque tantôt on renverse les images, tantôt on les présente étrangement à l'endroit. Athanasius Kircher rassemble du savoir, il a lui-même procédé à un certain nombre d'essais, il s'est également inspiré des travaux d'un de ses contemporains, un très grand physicien, scientifique, ami de Descartes et de quelques autres, qui s'appelle Christian Huygens, ou Huygens, qui a sa rue à Paris, et qui est considéré aujourd'hui comme le probable inventeur technique de la lanterne magique, de la capacité de projeter des images, bien sûr avec des technologies qui sont loin des nôtres, mais qui déjà dans la nature de ce qui va être représenté, si l'on en juge par ces quelques esquisses de Huygens, inspirées de Dürer, ces quelques esquisses
nous mettent au cœur de quelque chose qui sera constamment dans cette histoire des débuts de la cinématographie, un jeu étrange entre la vie ressuscitée, la vie présente, et les apparitions spectrales, les squelettes, les fantômes, le monde de la mort, que le jeu des projections nocturnes peut lui aussi ressusciter. Faire revivre les spectres, faire revenir les revenants en pleine Révolution française, ce sera l'œuvre d'un autre personnage très curieux. Je bondis dans le temps, évidemment, et je glisse sur des étapes, et je me doute que certains spécialistes parmi vous pourront dire « il oublie tel nom, il oublie tel appareil ». Mais il me semble important de ne pas oublier Robertson, Étienne Gaspard Robert, dit Robertson pour faire un peu plus magique, né en Belgique, à Liège, qui multiplie lui aussi les expériences, mais qui, pendant la Révolution française, à un moment où la mort est omniprésente et familière, où les terreurs sont là, à côté de la terreur, il propose ce qu'il appelle des fantasmagories et qui, dans les années 1797, 98, 99, vont connaître à Paris un succès extraordinaire. Ce que fait Robertson, c'est de faire entrer les gens dans un lieu d'inquiétude, de magie, un lieu où tout est possible car rien n'est visible. Les mécanismes extrêmement subtils et savants maîtrisés par Robertson sont dissimulés. Il s'agit toujours chez lui de rétroprojection. Et ces rétroprojections combinent différentes techniques, des effets de lanterne magique, mais aussi des effets tridimensionnels, toutes sortes de jeux qui permettent, selon des dispositifs très sophistiqués, de faire apparaître dans la salle, au cœur de la salle, des spectres, des illusions de spectres. Voici une description assez longue, mais vous verrez très colorée, d'un des spectacles de Robertson. À cette heure précise, un homme pâle, sec, entra dans l'appartement où nous étions. Après avoir éteint les bougies, il dit « Citoyens et messieurs, je ne suis point de ces aventuriers, de ces charlatans effrontés qui promettent plus qu'ils ne tiennent. J'ai assuré dans le journal de Paris que je ressusciterais les morts. Je les ressusciterai. Ceux de la compagnie qui désirent l'apparition de personnes qui leur ont été chères n'ont qu'à parler. J'obéirai à leur commandement. » Il se fit un instant de silence, ensuite un homme en désordre, les cheveux hérissés, l'œil triste et hagard, dit « Puisque je n'ai pu dans un journal officiel rétablir le culte de Marat, je voudrais au moins voir son ombre. » Robertson verse sur un réchaud enflammé 2 verres de sang, une bouteille de vitriol, 12 gouttes d'eau forte et 2 exemplaires du journal des hommes libres. Aussitôt s'élève, peu à peu, un petit fantôme livide, hideux, armé d'un poignard et couvert d'un bonnet rouge. L'homme aux cheveux hérissés le reconnaît pour Marat. Il veut l'embrasser. Le fantôme fait une grimace effroyable et disparaît. Voilà le compte-rendu du journal L'Ami des lois en 1798. Et voici l'appareil dont se sert Robertson, qui combine déjà 2 fonctions et qui nous montre que beaucoup des dispositifs nécessaires au cinéma sont inventés bien avant que le nom de cinéma existe et bien avant les inventeurs traditionnels. Il y a là une lanterne magique, mais une lanterne magique mobile. Elle est montée sur roulette et ces roues manipulés par Robertson derrière l'écran de l'autre côté permettent de faire grandir ou diminuer les apparitions, de les combiner avec une série de toiles peintes, une série d'effets. Il n'empêche qu'il est très difficile pour nous de comprendre exactement les trucs de Robertson, un grand cinéaste aujourd'hui disparu, passionné par la préhistoire du cinéma, Raoul Ruiz, que j'ai eu la chance de bien connaître et avec qui j'ai travaillé un peu, avouait sa perplexité devant certaines des descriptions dans les mémoires de Robertson. Il disait « j'aimerais bien le faire ».
Et je ne suis pas sûr qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on y arriverait. Il y avait là quelque chose, sans doute des spectateurs un peu plus crédules, mais malgré tout, une virtuosité tout à fait stupéfiante. Et donc, ce pré-cinéma, cette partie du pré-cinéma se fonde sur un effet de terreur. Ce n'est pas le réel qu'on fait venir, c'est l'impossible, c'est un flirt doux et terrible à la fois avec l'idée de la mort et des spectres. Tout au long du XIXe siècle, des technologies inspirées de celles de Robertson, mais de plus en plus sophistiquées, vont habituer les gens à ces spectacles de la nuit, d'une nature très différente des spectacles théâtraux. Vous voyez ici, dans les spectacles préparés par un certain Pepper, comment on combine projection, miroir et effets scéniques, angle d'inclinaison, variation des lumières, toute technique que les panoramas et les dioramas du début du XIXe siècle mettent également en œuvre, mais sur un mode moins effrayant. Ce sont des dispositifs dont on se dit qu'ils raviraient encore aujourd'hui si on était capable de les produire, mais qui supposaient des théâtres très précisément agencés et une disposition des acteurs, des publics, une disposition de tout l'invisible des coulisses pour que cela fonctionne. Nous ne sommes pas loin avec de toute autre technologie de certains hologrammes contemporains. La lanterne magique est une dépopularisation de l'image pendant tout le XIXe siècle. La lanterne magique, dont on a vu les sources savantes chez Kircher et chez Huygens, devient un objet de colporteur. C'est l'image qui se déplace dans les villages plus facilement que le cirque. C'est un petit métier, c'est un métier dangereux aussi, car la lanterne magique peut très facilement s'enflammer. C'est un métier humble, mais qui habitue à voir des images projetées et quelquefois mobiles par quelques procédés rudimentaires. Voici une boîte de lanterne magique, là, sans doute une lanterne magique familiale, pas une lanterne magique qu'on promène sur les routes, et vous apercevez dans le fond même de la boîte quelques-unes des scènes que l'on va montrer. Pas forcément des bandes d'images séparées, détachées, mais souvent des bandes qui sont comme une forme très primitive du travelling ou du panoramique, une manière de faire glisser les images, de faire glisser les paysages que les dioramas ont déjà montrés et qui là peut se produire à domicile. Évidemment, il y a enchantement, il y a émerveillement par rapport à ces dispositifs qui aujourd'hui susciteraient plutôt une émotion nostalgique, une curiosité amusée. Et vous vous souvenez peut-être, et comment ne pas citer ces quelques lignes, même si ce n'est qu'un extrait très court, vous vous souvenez certainement de l'importance que ces projections de lanternes magiques ont pu jouer dans l'enfance du petit Marcel Proust. Je vous en lis un court extrait, c'est dans Du côté de chez Swann. On avait bien inventé pour me distraire, les soirs où on me trouvait l'air trop malheureux, de me donner une lanterne magique, dont en attendant l'heure du dîner, on coiffait ma lampe. Et à l'instar des premiers architectes et maîtres verriers de l'âge gothique, elle substituait à l'opacité des murs d'impalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores, où des légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail, vacillant et momentané. Au pas saccadé de son cheval, Golo, plein d'un affreux dessin, sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d'un vert sombre la pente d'une colline et s'avançait en tressautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant. Et les voici. Ces plaques n'ont pas été vues que par le jeune Marcel Proust. Cette histoire de Golo, de Geneviève de Brabant, c'était un des classiques. C'était une des histoires que l'on faisait glisser peu à peu et qui permettait, pour peu qu'on connaisse le thème,
ou que le présentateur le raconte, qui permettait de présenter une sorte de film immobile. Un peu comme les images d'Épinal, qui se développent à côté de la bande dessinée, cette forme de projection, cette forme de spectacle va persister extrêmement longtemps. Elle est présente au XVIIIe siècle, elle sera encore présente dans certaines familles au début du XXe siècle, au moment où le cinéma s'est imposé. C'est donc une habitude qui se crée, une manière de visualiser les choses. Et l'enfance, le jouet d'enfant, les artefacts vont être l'un des vecteurs de l'invention graduelle, balbutiante du cinéma, et parmi les personnages, entre science et fabrication de jouets divertissants, parmi les personnages qu'il faut absolument citer, il y a ce monsieur qui nous apparaît ici d'une manière lui-même très spectrale, il y a très peu d'images de lui, c'est Joseph Plateau, un savant sérieux, d'origine belge lui aussi, qui perdit la vue très tôt, à 29 ans, car il faisait un certain nombre d'expériences sur la persistance rétinienne et, savant courageux, il avait voulu fixer très longuement le soleil. Il l'a fixé si longuement que la persistance rétinienne s'est interrompue. Pendant des semaines, il a perdu la vue. Il en a récupéré une petite partie, mais quelques années plus tard, la cécité a fait son œuvre, et donc cette recherche qu'il avait faite l'a rendu aveugle. Mais il met au point cet étrange appareil, ce petit jouet, ce petit disque, qui évidemment est techniquement et scientifiquement une prouesse, et qui permet de décomposer le mouvement, de pressentir un des dispositifs, qui sera là dans la chronophotographie, qui sera là évidemment dans le cinématographe, un des dispositifs liés à la persistance rétinienne, voir à travers une fente des images qui défilent et les faire défiler à un rythme tel qu'on a l'illusion d'une continuité mobile. Parmi ces images, beaucoup reposent là aussi sur des effets de transformation, mais de transformation quelque peu effrayante. Alors, ici, nous le voyons évidemment comme on n'est pas supposé le voir, c'est-à-dire nous voyons tout le disque s'animer. Si vous êtes dans la situation du spectateur idéal, vous ne voyez qu'un personnage à la fois et le jeu de transformation est là. C'est un divertissement, oui, mais c'est bien autre chose qu'un divertissement. C'est déjà une intuition fondamentale de ce travail que l'œil est capable de faire pour fabriquer du continu à partir du discontinu. Et derrière cet aspect ludique, et c'est un jouet qui va beaucoup se populariser parce que c'est un objet très simple, derrière cet aspect ludique, il s'agit bien évidemment, chez Joseph Plateau, du résultat d'une observation et d'un calcul, puisque les rythmes doivent être très, très précisément établis. Revoici Nadar pour inaugurer un petit détour, une apparente digression dans cette présentation, puisque toute l'aventure que je raconte est une aventure d'image et qu'ici, brièvement, je vais parler plutôt de son. Vous savez à quel point Nadar aimait multiplier les expériences, cherchant ici, par exemple, une forme de portrait séquentiel, après avoir à d'autres moments pratiqué le portrait tournant. Mais le Nadar qui m'importe ici est un Nadar qui rêve, qui évoque une idée d'allure loufoque qui peu à peu va devenir concrète. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi la rencontre sur les métamorphoses de Nadar, que l'histoire du plus lourd que l'air avait été considérée par beaucoup comme une blague, et donc peut-être emploie-t-il un ton légèrement blagueur pour décrire ceci. Tout est donc possible à présent, et je ne doute pas le moins du monde qu'un inventeur de présente, par exemple demain, à l'Académie des sciences, quelque chose comme un daguerréotype acoustique, reproduisant fidèlement et à volonté tous les sons soumis à son objectivité. N'avez-vous pas, comme moi, rêvé souvent à cet instrument dont le besoin se fait si généralement sentir ? Écrit Nadar en 1856. Et le son, effectivement, et surtout l'association du son et de l'image,
sont pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle une obsession. Et les échanges entre ces domaines, entre ces recherches, vont être nombreux, même si le cinéma sonore ou parlant mettra bien du temps à s'imposer. L'une des expériences intéressantes à ce point de vue-là, c'est l'interview photographique que réalise Félix Nadar avec son fils Paul pour le journal illustré, photographiant un autre savant qui rencontre par beaucoup d'aspects de ses travaux les recherches sur les images qu'il y a eu tout au long du XIXe siècle, mais qui avait surtout le talent et la chance d'être centenaire. Donc c'est une interview sur le thème « L'art de vivre centenaire » que photographie Nadar, père et fils. Nous voyons à droite Nadar qui est assis sur la chaise et qui interviewe Chevreul. Et l'idée était, elle n'a pas tout à fait fonctionné, l'idée était que non seulement on décompose les expressions, qu'on arrive à réaliser un portrait séquentialisé de ce personnage pittoresque, mais aussi que l'on enregistre ses propos et donc que l'enregistrement, dont nous pouvons voir, mais vous ne pouvez pas vraiment le voir, la trace sur la table, il y avait un appareil qui était supposé graver au fur et à mesure les paroles de M. Chevreul. L'idée était qu'on combinerait les deux choses. Cela ne fut fait que sous forme d'esquisses de récits photographiques en ces années 1880, mais la tentative était bel et bien là. Et à la même époque, un poète talentueux et inventeur malchanceux, Charles Cros, dont on connaît le nom à cause du coffret de Santal notamment, mais aussi et prioritairement à cause des grands prix Charles Cros, qui chaque année récompense des réalisations sonores. Charles Cros, qui est un inventeur bricoleur, un inventeur artisan, un inventeur poète, met au point la préfiguration du phonographe. Mais il n'a pas l'argent qu'il faut pour déposer le brevet, il n'a pas les équipes qu'il faut pour perfectionner l'appareil. Si le principe est là, la concrétisation sera portée au crédit d'un autre, et c'est un des moments, et c'est une des choses essentielles dans cette histoire, c'est un des moments où le pôle de l'invention se désindividualise, entre dans des processus non plus artisanaux mais industriels, et où la scène européenne, et notamment française, va céder la place à la scène américaine. Charles Cros, qui mourra très tôt, laisse dans un de ses poèmes, à côté des descriptions techniques qu'on peut retrouver, laisse cette évocation très jolie de son invention. Comme les traits dans les camées, j'ai voulu que les voix aimées soient un bien qu'on garde à jamais, et puisse se répéter le rêve musical de l'heure trop brève. Le temps veut fuir, je le soumets. Et vous remarquez, avec Nadar dans l'interview de Chevreul, comme avec Charles Cros, et nous le retrouverons avec Edison, que ce que l'on veut fixer, c'est d'abord la voix. Que l'idée, c'est la voix, et surtout la voix perdue, la voix disparue. Ce que l'on veut fixer, et ce qui sera en partie peut-être aussi à l'origine du cinématographe en même temps que du phonographe, c'est la voix des morts. Il s'agit d'abord, dans cet art, ces arts qui vont prétendre avoir affaire avec la vie, il s'agit d'abord de retrouver le perdu. Il y a un deuil originaire qui se fixe comme les traits dans les camées. J'ai voulu que les voix aimées soient un bien qu'on garde à jamais. Il s'agit bel et bien de fixer ce qui va disparaître. Voici Edison, dont il est difficile de parler tant il est une légende, parfois grandie exagérément, et on lui attribue alors toutes les inventions de la fin du XIXe siècle, parfois déconsidéré comme un voleur, un imposteur, un Bill Gates, ce genre de personnes qui s'approprient les découvertes environnantes et plus douées pour les populariser et réaliser des affaires lucratives que pour inventer proprement dit. Mais Edison avait quand même
de nombreux talents, même si le premier d'entre eux était de savoir s'entourer. L'enfant Edison naît dans une famille plutôt pauvre, se débrouille par lui-même et très étrangement et très remarquablement et très poétiquement, celui qui va inventer le phonographe est sourd. Depuis l'âge de 12 ans, racontera-t-il, je n'ai pas entendu le chant d'un oiseau. La surdité a été, je pense, responsable de la perfection du phonographe et elle a eu quelque chose à voir avec le développement du téléphone dans une forme utilisable. Vous vous souvenez peut-être de Töpfer et de cette grave maladie des yeux qu'il avait détourné de la peinture, et voici Edison, l'homme qui va faire entendre le monde et qui lui-même, peut-être, n'entendait qu'à peine son phonographe. Alors, pendant les premières années, il faut bien qu'il travaille par lui-même, et même si très vite il sait trouver des talents autour de lui pour perfectionner ses intuitions, en tout cas les intuitions sont bel et bien là, fixer le son, transmettre le son, fixer les images, restituer les mouvements, travailler les machines de communication. Toutes ces idées sont dans l'air, toutes ces idées sont partout, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, mais Edison est celui qui sent qu'il y a là un véritable enjeu, un enjeu de société, un enjeu qui appelle de multiples réflexions. Alors, il développe dans cette sorte de campus où ces inventions vont se réaliser, plusieurs bureaux, plusieurs petits immeubles, chacun dévolu à une tâche en particulier, et il ne faut pas du tout s'imaginer Edison s'intéressant au problème du phonographe dans un premier temps, puis au problème de ce qu'il n'appellera jamais le cinématographe, et à d'autres inventions. Non, tout cela est mené de front. Certaines choses tombent, n'aboutissent pas, d'autres se popularisent, mais sa gloire, très vite, le rejoint. Donc, dispositif du phonographe, dont on entend parler un peu partout. Le phonographe qui est lui-même une sorte de jouet, qui est un objet qui entre très vite dans les familles pour les jeux les plus divers et qui intéresse les gens d'image comme Muybridge, de même que les travaux d'image intéressent ceux qui travaillent sur le son. Nous sommes dans les années 1880 aux États-Unis, tout se passe très vite, les échanges avec la France qui reste très active, sont très très nombreux. Les revues scientifiques popularisent extrêmement vite les découvertes, et comme il ne manque à chacun que 2 ou 3 éléments pour résoudre les problèmes majeurs, dès que l'un fait une avancée, la situation se transforme. Donc, nous le savons, nous l'avons vu, Muybridge a collectionné de manière extraordinaire la diversité des mouvements animaux et humains. Muybridge a réussi à décomposer et à analyser le mouvement au moyen d'un dispositif qui fonctionnait très bien pour les animaux terrestres et pour les humains, qui fonctionnait beaucoup moins bien pour ce qui était dans les cieux. Muybridge réalise très tôt ce qui ressemble fort à un film. Ces images qui, en fait, ne sont que des photographies disjointes, sont disposées de telle sorte qu'on puisse, comme ce fut le cas chez Meissonnier, qu'on puisse les faire défiler. Elles impressionnent Étienne Jules Marais, qui travaille sur des questions comparables depuis longtemps, qui pense que Muybridge a pu résoudre quantité de problèmes, y compris ceux dont il est extrêmement éloigné. Ces gens s'échangent leurs résultats, leurs appareils, se montrent les appareils de manière très généreuse. Marais, qui est avant tout un savant, travaille avec des techniciens, des fabricants remarquables et essaye de trouver non seulement des dispositifs de prise de vue, mais aussi des dispositifs de projection. On tâtonne, on est autour de cette fameuse boîte qui était déjà celle du daguerréotype, qui est celle des appareils photographiques pendant longtemps, qui sera celle du cinématographe à ses débuts.
On a une manivelle, on a des roues dentées, on a des mécanismes d'entraînement, on est d'accord sur tout cela. On a compris à peu près comment l'œil peut percevoir le mouvement, et pourtant il manque toujours un certain nombre de choses. Surtout, il manque chez Marais, je l'avais raconté, le désir de restituer le mouvement en tant que tel. Il manque à Marais l'envie d'inventer quelque chose comme le cinéma. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui va plus lentement ou ce qui va plus vite. Ce qui l'intéresse, c'est les enseignements qu'on peut tirer de la compréhension du mouvement. Et pour l'homme de science qu'il est, la restitution littérale de la vie à sa vitesse naturelle semblerait un divertissement de peu d'intérêt. Les expositions universelles, et particulièrement celle de 1889 à Paris, jouent un rôle d'accélérateur. Les machines récemment inventées sont découvertes avec enthousiasme par le public, et comme il faut étonner le public, on y propose des machines non encore commercialisées. On essaye, de France, de Grande-Bretagne, de Belgique, des États-Unis, d'apporter des modèles de pointe. Et surtout, les inventeurs, les savants se rencontrent, dialoguent, s'espionnent à demi. On dévoile, mais pas tout. Et Edison, bien sûr, vient à Paris pour présenter son phonographe, qui doit être une des attractions. Mais Edison commence à s'intéresser très fortement à la question de la saisie des images mobiles. Et il rencontre Marais. Et Marais, qui est un homme généreux, peu soucieux d'argent, surtout soucieux de science, peu vaniteux, montre et explique assez volontiers ces dispositifs. Edison est déjà, en 1889, l'une des vedettes de l'exposition. Il est sourd, ce qui ne facilite pas le dialogue, il ne parle pas un mot de français, et il arrive que Marais lui-même lui serve d'interprète dans les échanges. Et puis, cette gloire, cette popularisation d'une invention extraordinaire, être parvenu à fixer le son et à le restituer, les voix d'abord, puis peu à peu les musiques, tout cela enthousiasme. Et Jules Janssen, qui fut le premier à créer un revolver photographique, avant Marais, un revolver bien pacifique, s'intéresse, tout comme la plupart des gens qui s'occupent de photographie, s'intéressent à la question de la restitution de la voix et du phonographe. Il écrit, cette année-là, « Le problème de reproduire artificiellement la voix humaine est un des plus étonnants de ceux que l'homme ait pu se proposer. Le génie de M. Edison nous en donne la solution, et son nom sera béni de tous ceux qui pourront entendre la voix aimée de ceux qu'ils auront perdus. » Toujours le même usage, toujours la même définition première, mais l'émerveillement d'un scientifique et la gloire d'Edison et l'envie de partager avec lui le plus de découvertes possible. Cette idée qui a longtemps existé, que les savants, les techniciens pouvaient collaborer les uns avec les autres pour mettre au point plus vite des inventions, hors de toute idée vaine de concurrence ou de gloire individuelle. Chacun avance à sa façon, et cet autre grand oublié, ce personnage français, Émile Reynaud, apporte lui aussi une contribution très forte à ce pré-cinéma dont je restitue quelques-uns des moments. Là aussi, on est confronté à une sorte de jouet. Le disque tourne, des miroirs réfléchissent des images et placés comme il le faut, on a l'illusion du mouvement qui se dépeint. Il est extrêmement intéressant de voir comment beaucoup des apports essentiels de ces chercheurs, de ces inventeurs, se situent entre le monde du jouet et celui du spectacle plutôt pour enfants, alors même que les enjeux posés par ces appareils sont des enjeux extrêmement complexes et sophistiqués. Le jouet d'animation devient un des accélérateurs de ces progrès, car ces objets se vendent fort bien. Mais Reynaud veut aller plus loin. Reynaud veut combiner, somme toute,
l'intérêt de son praxinoscope, c'est ainsi qu'il appelle l'appareil. Je ne vous cite pas d'ailleurs tous les noms de ces inventions pré-cinématographiques qu'il y a au long du XIXe siècle, parce que ça n'arrête pas. C'est un jeu de nomination, un jeu de néologisme tout à fait extraordinaire. Donc, voilà pour le praxinoscope. Mais ce qui importe notamment à Reynaud, c'est de le combiner avec un projecteur, de le combiner avec le dispositif de la lanterne magique, de sentir qu'on va pouvoir faire bouger ces images, non pas pour un utilisateur individuel, mais bien pour un ensemble de spectateurs. Et donc, c'est le nouveau praxinoscope à projection de M. Reynaud. Le musée Grévin vient de s'ouvrir. Le musée Grévin, à côté des statues de cire qui feront sa popularité, a une salle de spectacle. Et cette salle de spectacle attire des numéros d'illusionnistes, des numéros de magiciens de différents ordres, des pantomimes, toutes sortes de choses, et ce que l'on va nommer le théâtre optique de Reynaud, qui sera présenté dans des conditions extrêmement difficiles, car Reynaud, qui est aussi un rêveur, qui est plutôt de la famille des Charles Cros que de celle des Edison, Reynaud signe un contrat complètement léonin avec le musée Grévin. Pour un prix extrêmement modeste, il doit non seulement assurer lui-même les projections, toutes les projections, mais en plus renouveler très régulièrement les images qui y sont montrées. Et donc, il va se tuer à la tâche et ne pas parvenir tout à fait à poursuivre son propre travail d'inventeur, puisqu'il est le démonstrateur de son appareil, peut-être aussi le bonimenteur. Mais ce que Reynaud crée à ce moment-là dépasse assez vite le cadre de son appareil et est une des premières approches, peut-être même la toute première approche, bien au-delà de la lanterne magique, du dessin animé. Avec l'histoire de Pauvre Pierrot, qu'on pourrait peut-être retraduire Pauvre Reynaud, le voici qui raconte cette petite histoire mélancolique, tout en couleurs, qui est projetée de manière animée à des enfants et des adultes très régulièrement dans les années 1892-1893. On voit à Paris, au musée Grévin, dans une salle qui ressemble à une salle de cinéma, des images bouger sur un écran. On a donc commencé par le dessin animé. C'est évidemment au cœur de toute la problématique qui m'a importé au cours de ce cycle, que cette idée que le croisement entre l'image graphique et l'image photographique est là à peu près dans tous les domaines qu'on rencontre. Mais Reynaud lui-même, qui dessine pourtant talentueusement, est persuadé que l'avenir est ailleurs, qu'il faudrait aller chercher du côté des photographies animées de quoi faire fonctionner son appareil. Mais comment ? Les effets, écrit-il, seraient bien plus heureux si, au lieu de dessins à la main représentant les différentes phases du mouvement, il était possible de les obtenir au moyen de la photographie. On aurait là une perfection de dessin, une exactitude de mouvement qu'il est difficile d'obtenir par le dessin manuel. Car évidemment, pour faire bouger ces dessins, il faut maîtriser les codes de la continuité du mouvement, ce que la chronophotographie obtient tout spontanément. Un autre homme est exactement en train de se poser les mêmes problèmes. Il a été très longtemps l'assistant d'Étienne Jules Marais. Il s'appelle Georges Demeny. Il est le frère du fameux Paul Demeny auquel Rimbaud adresse la lettre du voyant. C'est un petit homme de constitution assez malingre, mais qui ne rêve que d'éducation physique, qui se rêve comme un athlète, qui sera un des introducteurs en France de l'éducation physique dans les classes, et qui donc se prête très volontiers aux prises de vue de Marais. Souvent, il joue dans la station de Boulogne un certain nombre de mouvements. Mais Demeny
ne se satisfait pas de rester éternellement le disciple. Il trouve que Marais s'absente trop souvent en Italie, que c'est lui qui fait tourner la boutique en son absence, que c'est toujours Marais qui publie. Bref, il est frustré et il veut d'une invention à lui tout seul. Une invention qui combinerait l'image mobile et la parole, une invention qui permettrait aux sourds, Edison et d'autres, de mieux lire sur les lèvres, de comprendre comment la bouche forme des sons. Et donc, il prononce quelques phrases. Une première fois, on le voit écrire son nom, simplement. Ce nom, peut-être trop souvent occulté, Georges de Meny. Et à un autre moment, il se fait chronophotographier en disant cette phrase quelque peu désespérée: « Je vous aime ». Et donc, la projection minimale de M. Georges de Meny, c'est « Je vous aime ». Et ça fait grand bruit quand même, ces simples mots que l'on n'entend pas, que l'on voit articulés, arrivent à faire la couverture de l'illustration. On a appliqué la technique de la photographie à la restitution visuelle de la parole. Donc avec, de nouveau, cette idée chez le pédagogue qui est de Meny, que ça va être d'un grand usage dans l'enseignement. Mais Georges de Meny veut aller beaucoup plus loin. Il pense véritablement que cette technologie mise au point sera quelque chose comme le cinéma parlant. Et en 1892, donc on est toujours bien avant le cinématographe officiel, en 1892, il écrit ceci: « Combien de gens seraient heureux s'ils pouvaient un instant revoir les traits vivants d'une personne disparue ?» Toujours la même obsession, hein. Revoir les traits, entendre les voix, et toujours les personnes disparues, toujours le peuple des morts qui est derrière nous, et que la technologie, apparemment la plus positiviste, le bricolage le plus sophistiqué, doivent restituer. Combien de gens seraient heureux s'ils pouvaient un instant revoir les traits vivants d'une personne disparue? L'avenir remplacera la photographie immobile, figée dans son cadre, par le portrait animé auquel on pourra en un tour de roue rendre la vie. On conservera l'expression de la physionomie comme on conserve la voix dans le phonographe. On pourra même ajouter ce dernier au phonoscope pour compléter l'illusion. On fera plus qu'analyser le visage, on le fera revivre, écrit-il dans cet article, un des premiers qu'il signe lui-même dans la revue La Nature. Marais, tantôt l'encourage, tantôt le réprimande, essaye de se rabibocher avec lui, mais de Meny prend définitivement son indépendance. Malheureusement, il n'a pas les mêmes moyens que ceux de Marais. Il se dispute avec un autre associé, et donc, un peu comme Reynaud, son intuition ne parvient pas à se concrétiser. Edison, lui, dans sa propriété de Menlo Park, pendant les longues soirées d'hiver, les longues journées, se préoccupe de résultats. Il veut véritablement arriver. Bon, le phonographe lui a donné des moyens financiers importants, a attiré des talents, et il s'agit maintenant de résoudre le problème de l'image animée. Il est entouré d'une équipe, il récupère des talents qu'il paie bien, qu'il paie surtout mieux encore dès lors que ses assistants acceptent de céder leur invention et que leur nom soit oublié. Il paye double dans ces cas-là. Et donc, Edison recrute un certain William Dixon, qui travaille, lui, très intensément sur une autre question pré-cinématographique, arriver non seulement à fixer les images au bon rythme, mais à les restituer par de la projection. Et c'est une séquence très célèbre que celle où l'on voit un monsieur qui s'appelle, je crois, Fred Ott, éternuer. Fixer toutes les étapes d'un éternuement. Winsor McCay, que j'évoquerai la prochaine fois, créera toute une série de bandes dessinées autour de ce thème, Little Sammy Sneeze. Et ici, on voit bien Record of a Sneeze.
On est en 1894, on se rapproche de la date officielle, rassurez-vous, mais fin au suspense, le cinéma finira par être inventé. Mais Edison, sur ce point, avec Dickson ou sans lui, se fourvoie. Il emprunte une voie qui va être un petit peu une voie de garage. Il est si soucieux de monnayer son invention qu'il pense à des petites machines à sous qui permettraient de voir, en tournant une manivelle, de voir une petite séquence animée en se plaçant les yeux dessus. Donc voilà la manière dont la pellicule 35 mm, c'est une invention d'Edison, quadruple perforation, un standard qui sera retenu par tout le monde, qui vient probablement de Dickson. Il enferme une quantité forcément limitée de pellicules pour une petite boucle qu'on voit à tour de rôle après avoir introduit sa pièce. C'est peut-être un rapport un peu cupide qui lui fait manquer l'invention essentielle qui est celle de pouvoir faire voir la même chose en grand, spectaculairement, comme on le fait depuis longtemps, à un grand nombre de gens. Il n'empêche que ces petites boîtes à images, ces petits dispositifs séduisant le voyeur ou la voyeuse se répandent très vite. Tout se répand à toute vitesse, d'ailleurs, à cette époque-là. Donc ici, on a déjà un agent pour la Suisse, mais c'est vraiment une invention qui devient très, très rapidement mondiale. Alors, deux jeunes passionnés de photographie, Auguste et Louis Lumière, ont regardé avec intérêt cette invention. Marais a dû se souvenir, peut-être à regret, de quelques-unes des conversations techniques qu'il avait eues avec M. Edison en 1889. Toujours est-il que le dispositif s'impose aux États-Unis et commence à se répandre un petit peu partout. Et voici qu'une autre histoire se raconte, et nous sommes ici chez Antoine Lumière, un homme dont la vie est tout à fait extraordinaire, donc on l'appellera le père Lumière. Il y a les frères Lumière, le père Lumière, self-made man, a profité de l'engouement d'un public plus large pour la photographie. Il fabrique des plaques et avec l'argent qu'il amasse, il fait bâtir des maisons, des villas, notamment sur la Côte d'Azur. Il en possède de très nombreuses, où il s'adonne à sa passion principale, qui est la peinture. C'est un peintre du dimanche, plutôt conventionnel, enfin peut-être du samedi aussi. Et comme il n'a pas énormément de temps pour peindre, tous les détails que je vous donne ici sont absolument authentiques, comme il n'a pas beaucoup de temps pour peindre, il aménage dans ses maisons généralement 4 ateliers pour pouvoir suivre le mouvement du soleil et donc peindre à toutes les heures où il est disponible. Il a 2 fils qui sont nés à Besançon, puis qui, comme lui, vont rejoindre la ville de Lyon, où les usines Lumière vont s'établir. Et ces 2 fils trouvent leur père un peu fantasque. D'ailleurs, c'est un ami de Félix Nadar, c'est un ami de beaucoup d'artistes. Il dépense beaucoup trop d'argent dans l'immobilier. Quelle idée de construire de si grandes villas, des palais sur la Côte d'Azur où personne ne va, d'acheter des propriétés insensées. Les 2 fils voudraient, même s'ils sont très jeunes, que l'argent soit investi dans l'usine, dans le travail, dans des tâches sérieuses, alors que Antoine Lumière estime, lui, que, fortune faite, il peut bien s'adonner à la peinture et que ses 2 fils sont quelque peu rabat-joie. Mais les 2 fils ne sont pas des personnages conventionnels pour autant. On a quelquefois, quand on pense aux Lumières et à Méliès, l'image d'industriels sérieux, un peu ennuyeux d'un côté, un peu réac, disons, et de l'autre côté d'un Méliès magicien, fantaisiste et créatif. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. D'abord, cette idée même des frères Lumière, ce ne sont pas des jumeaux, vous voyez, ils sont nés à 2 ans d'intervalle. Cette idée des frères Lumière est tout à fait singulière, car à 12 ans, lors de vacances en Bretagne, les 2 enfants ont été coincés dans une grotte.
l'eau montait, la marée montait, ils avaient commis une imprudence, et ils ont pensé qu'ils allaient mourir noyés. Et ils se sont juré une chose, à ce moment-là, c'est que s'ils réchappaient de ce malheur, ils feraient tout ensemble, toute leur vie. Ils travailleraient toujours côte à côte. Et ils l'ont fait. Toutes les inventions, y compris celles du cinématographe, sont signées Auguste et Louis Lumière. Tous les brevets déposés dans les domaines les plus divers seront toujours déposés par les deux frères. Pour être sûr de ne pas trop se séparer, de ne pas être trop éloignés par la vie, on fréquente une autre famille chez les Lumière, la famille Vinclair, d'autres industriels, liés aussi à l'industrie photographique. Alors, quoi de mieux que d'épouser deux sœurs? Et quoi de mieux que de se faire construire, je n'invente rien, deux villas jumelles et voisines. Et pour ne pas faire de jaloux, pour ne pas se compliquer la vie, on dînera les jours pairs chez Auguste et les jours impairs chez Louis. Et ça tiendra et ça marchera, et il n'y aura jamais entre eux la moindre revendication d'antériorité ou de priorité, même si les chercheurs et les historiens ont pu montrer que certaines inventions pouvaient être attribuées très précisément à l'un plutôt qu'à l'autre. Donc c'est quand même une étrange histoire. Les voici donc, cette photo est souvent présentée recadrée, beaucoup plus serrée sur les deux visages, d'Auguste à gauche et Louis à droite, et j'ai choisi de vous la montrer ici dans sa version intégrale, avec ses mains qui les montrent quasi enlacées, complètement unies, presque un seul corps, une seule personne. Véritablement, deux inventeurs qui travailleront de concert toute leur vie. Alors, avec les loisirs que leur laisse cette usine photographique qui tourne bien, la demande est énorme dans ces années 1890 pour du matériel photographique, avec leur passion du savoir qui les démange, leur tentative sans cesse de faire des recherches sur tout ce qui est dans l'air, ils travaillent sur cette notion de fixation des images mobiles et de projection, et ils déposent en mars 1895 un brevet d'invention de 15 ans, je ne sais pas pourquoi de 15 ans, peut-être était-ce une question de coût. Qu'ont-ils fait exactement par rapport aux machines de Dixon, d'Edison, de Marey? Qu'ont-ils fait? Ils ont apporté dans un premier temps un très petit perfectionnement. Mais ils ont surtout eu cette idée que dans une petite boîte de bois, on allait à la fois, on pourrait se servir à la fois de cette petite boîte pour filmer, pour développer et pour projeter. C'est tout à fait singulier, c'est un des aspects du cinématographe qui a tout à fait disparu, mais qui probablement a séduit et qui séduira lorsque les opérateurs lumière sillonneront le monde. Voici l'appareil, mais à l'époque, on ne le montre pas, on ne l'ouvre pas, c'est encore un grand secret. Et ce secret tient à peu de choses, et probablement une invention, une découverte plutôt, que fait Louis Lumière pendant une nuit d'insomnie où il bute sur un problème qui a laissé beaucoup de gens perplexes. Comment obtenir une immobilisation parfaite de la pellicule à un rythme absolument régulier? Car sur beaucoup des bandes de l'époque, y compris les premières bandes d'Edison, il y a une discontinuité rythmique. Il faut, pour que la persistance rétinienne fonctionne, qu'il y ait à la fois des images nettes et un passage. On ne sait pas encore exactement combien d'images il faut, 16, 18, 24, 30 par seconde, mais on sait que c'est un dispositif extrêmement complexe que de transformer ce continu en discontinu. Et dans la description qui sera donnée lors du brevet, il y aura cette phrase, peut-être un peu énigmatique, « Nous sommes arrivés à ce résultat grâce au mouvement alternatif donné au cadre sous l'impulsion d'un excentrique triangulaire, dispositif qui fait l'objet principal de nos brevets. »
c'est une des premières choses qu'on va pouvoir dire, c'est que l'invention, en quelque sorte, la transformation apportée par l'effet de lumière, elle a quelque chose de ténu dans un premier temps. C'est un tout petit dispositif. On verra qu'il y a bien d'autres choses dont on est redevable aux frères Lumière et surtout à Louis. Mais cette idée-là, expliquée ici en des termes un peu complexes, elle a été inspirée à Louis Lumière par le mécanisme de la machine à coudre. Il applique aux techniques de saisie des images le mécanisme de régulation de la machine à coudre. Et quand il a l'idée de cette combinaison, quand il parvient à la faire exécuter par un fabricant, car il faut un fabricant, il faut des tâtonnements, ce pourquoi le brevet est déposé en mars 1895, mais la toute première projection pour spécialistes a lieu en juillet, et la première projection publique a lieu en décembre de la même année. Il faut quelques mois pour mettre au point les appareils et mettre fin aux irrégularités. Alors voici un moment extrêmement important. On est aux portes de Lyon en juillet 1895 et se tient le Congrès international de photographie. Sur le quai, avec un de ces appareils, comme il y en a beaucoup, Louis Lumière s'est installé. Et tandis que les congressistes arrivent, il enregistre leur passage et on le salue joyeusement. Mais le lendemain, lorsqu'on projette cette séquence, quelques sourires d'inventeurs plus ou moins avancés dans leurs recherches ont dû se crisper et se figer. Car quelque chose, ce jour de juillet 1895, quelque chose vient de se décider. En 24 heures à peine, une scène à l'authenticité indiscutable a pu être restituée sur un écran avec une fluidité jamais atteinte jusque-là. Quand on parle de la naissance du cinématographe, il faut se demander si c'est ce jour-là que ça s'est passé, devant une toute petite assemblée de spécialistes, d'invités de marque qui étaient là gratuitement, ou si c'est le 28 décembre 1895 au grand salon, au salon indien du Grand Café, avec un public payant. Question qu'on pourrait dire godardienne. Est-ce le ticket d'entrée qui fait le cinéma? Parce que cette date est choisie pour cette raison-là. En réalité, tout est là en juillet, sauf le paiement. Alors voici la combinaison, l'appareil. Donc on utilise le cinématographe, mais évidemment on le combine avec un dispositif de projection. Je vous invite évidemment à voir les magnifiques collections du Musée des Arts et Métiers qui sont très riches dans ces matières. Et voici un compte-rendu, sans doute le premier compte-rendu qui date bien de juillet 1895. Les dates sont très importantes tant les inventions sont enchevêtrées et tant les revendications d'antériorité sont nombreuses. Voici donc le premier compte-rendu dans la Revue générale des sciences, à l'aide d'un kinétoscope de son invention. Donc, kinétoscope, on est encore du côté d'Edison. Monsieur Louis Lumière a projeté une scène des plus curieuses, la sortie du personnel des ateliers à l'heure du déjeuner. Cette vue animée, montrant en plein mouvement tout ce monde sortant vers la rue, a produit un effet des plus saisissants. Aussi, une répétition de cette projection a-t-elle été redemandée par tout l'auditoire émerveillé. Donc, en juillet, tout le monde, tous ceux qui cherchent à faire évoluer la photographie, sont au courant, non pas du dispositif, car les Lumières le tiennent secret, mais de la réussite. Et donc voici une des versions, une des nombreuses versions. Je vous montrerai quelques films tout à l'heure, mais je vous invite surtout à, si vous n'avez pas vu en salle le film sur les Lumières, à regarder le DVD qui rassemble 150 de leur premier film et qui est une merveille parce que ce sont des versions restaurées. Ici, ce que je pourrais vous montrer sera toujours dans une version un peu pauvre, un peu triste. Ce qui est extraordinaire, c'est que les hommes d'affaires plutôt prudents que sont Auguste et Louis Lumière, avant d'avoir obtenu le moindre résultat, sont tellement persuadés
d'avoir atteint quelque chose, et quelque chose de neuf, qui n'a rien à voir avec les petites séquences un peu mornes et d'ailleurs de qualité visuelle faible du kinétoscope d'Edison, quelque chose qui n'a rien à voir avec les expériences de Raynaud, quelque chose qui est d'une autre nature que ce qu'ont fait Muybridge et Marey. Ils sont tellement persuadés de cela qu'ils se lancent dans la réalisation de films. Et en l'occurrence, c'est Louis Lumière, inventeur, industriel, photographe, qui va se lancer dans ces séquences et y révéler un talent, on pourrait presque dire un génie, qui font de lui véritablement, non pas seulement l'inventeur du cinématographe, mais le premier des cinéastes. Et ça, c'est extrêmement important, car quand bien même, et on verra qu'on peut le faire, quand bien même on contesterait par un biais ou par un autre les questions d'antériorité technologique, et on a vu que comme souvent les inventions sont concomitantes, parallèles, qu'un petit rien, ici ce mécanisme inspiré de la machine à coudre, permet de passer du chose à l'autre, il y a chez les Lumières plusieurs éléments déterminants. Un premier élément déterminant, c'est la simplicité d'usage de l'appareil, cet appareil qui à la fois permet de prendre les images, de les développer et de les projeter. Il y a la conviction que le cinéma est une expérience collective et qu'il s'agit de reprendre toutes ces techniques de projection que j'ai évoquées et de les mettre au service de cette nouvelle technologie. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est d'en faire déjà et d'emblée quelque chose comme un art. Un art qui ne se dit pas comme tel. Et Louis Lumière, dans les interviews tardives qu'il donnera, ne se présentera jamais vraiment comme un cinéaste. Et pourtant, quand on les voit, ces premiers films, on n'est pas seulement sensible à l'exploit de l'innovation, mais véritablement à cette utilisation lumineuse et merveilleuse de l'outil. Alors, on charge le père, Antoine Lumière, qui vagabonde un peu trop, qui aime le monde, qui aime Paris. On le charge de mettre au point la distribution. Fait réaliser une fort belle affiche. Il cherche pendant longtemps un endroit approprié. Il a du mal. Il faut que ce soit au cœur de Paris, sur les grands boulevards, là où les gens sont habitués au spectacle, pas bien loin du musée Grévin. Et donc il va découvrir le salon indien du Grand Café. On y accède par un escalier mal commode, mais il y croit, il loue la salle. Le patron du Grand Café y croit si peu qu'il préfère être payé au forfait que par un pourcentage des recettes. Et l'affaire se révélera très vite extraordinairement florissante. Mais au départ, personne ne sait trop de quoi il s'agit. Le public ne se presse pas pour les premières projections, puisque nous le savons, des projections, il y en a eu beaucoup, à commencer par celles de Raynaud qui se font tous les jours. Donc voilà, un petit programme du 28 décembre 1895, 10 films seulement, de 50 secondes chacun, une longueur qui sera le fondement d'une esthétique, c'est le côté oulipien des frères Lumière et des premiers cinéastes, faire tenir toute action, quelle qu'elle soit, en 50 secondes pour tenir compte de la longueur de la bande. Et ce sera un art très remarquable et probablement une des raisons de la densité de ces films. Et donc 10 films de registres très très différents, la sortie de l'usine Lumière, dont il existe plusieurs versions. On commence somme toute par un film d'entreprise, par une publicité. On est chez les Lumières et on montre l'usine Lumière et à la limite on pourrait acheter les plaques photographiques à la sortie. La Voltige, la pêche au poisson rouge, c'est le début du cinéma familial, le cinéma des familles, c'est le cinéma amateur qui s'invente en même temps que le cinéma professionnel. Le débarquement du congrès de photographie dont nous avons vu une image, les forgerons, l'arroseur arrosé, première fiction cinématographique, première comédie, mais fiction très inspirée d'une histoire drôle qui courait, que l'on trouve dans la bande dessinée un peu partout, en plusieurs reprises, notamment chez Christophe, l'auteur de La famille Fenouillard, du sapeur Camembert, etc. Mais petite histoire, bien racontée, dans les 50 secondes, avec une chute.
le repas de bébé, nous allons le voir, le saut à la couverture, la place des Cordeliers à Lyon, magnifique documentaire fixant un état de la ville évidemment émerveillant, et puis la mer. Voilà, on nous emmène dans des registres très différents. On nous fait voir, somme toute, dans ce programme, à travers ces attractions dont l'ensemble dure à peu près un quart d'heure, parce qu'il y a une petite interruption entre chaque film, on nous montre déjà toute une série des possibilités du cinéma documentaire et de fiction. Et Antoine Lumière attire le badaud, et parmi les badauds qu'il attire, il y a un homme célèbre du quartier, l'animateur infatigable du théâtre Robert Houdin, un illusionniste de grand talent, un certain Georges Méliès. Méliès se fait un peu prier, et puis il vient, et il dira à la sortie: à ce spectacle, nous restâmes tous bouche bée, frappés de stupeur, surpris au-delà de toute expression. À la fin de la représentation, c'était du délire, et chacun se demandait comment on avait pu obtenir pareil résultat. Et aussitôt, Méliès propose à Antoine Lumière, qu'il connaît bien, de lui acheter son invention, son appareil, de se faire expliquer, car au théâtre Robert Houdin, au milieu des trucs qu'il présente, ce serait une attraction supplémentaire formidable. Mais Antoine Lumière lui dit: c'est un grand secret que cette invention, mais elle n'aura qu'un temps, le succès sera éphémère, et donc nous le gardons pour nous seuls. Méliès insiste, sans résultat, et commence à faire fabriquer, à partir de ses intuitions, par un autre artisan, un appareil moins convaincant. Il faudra attendre près de 2 ans pour que les Lumières comprennent qu'ils peuvent commercialiser leur invention, leur appareil, leur outillage, révéler tous ces secrets, tout en continuant à exploiter eux-mêmes leurs films. Bien sûr, il y a des contestations. Je vais vous parler d'histoire nationale. Et les Allemands, par exemple, ont leurs frères à eux, les frères Skladanowski, qui travaillaient sur les mêmes choses. Est-ce qu'il faut être frère pour inventer le cinéma? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont fait, eux aussi, des projections. Et Wim Wenders leur a consacré un film qui s'appelle joliment « Les Lumières de Berlin ». Simplement... il n'avait probablement pas le même talent de réalisateur que Louis Lumière, et autant le public s'est pressé nombreux très vite au Salon indien, autant leurs projections n'ont guère marché, et le bioscope des Gebrüder Skladanowski est resté plus une curiosité qu'un véritable événement, même si évidemment au Musée du cinéma de Berlin on lui accorde une assez large place. Et si sur le tard, vers la fin de leur vie, les frères Skladanowski se sont fait régulièrement photographier à côté de leur appareil. Edison lui-même, entendant parler de cette nouvelle technique et de ce rapport à la projection, et à projection sur écran large, adopte aussitôt le kinétoscope, et comme tout va très vite, il peut lui aussi prétendre à l'antériorité. Il suffit de savoir de quelle chose on parle exactement, sur quel événement on se fonde. Et comme Edison voit les choses en grand, il nous montre dans son affiche non seulement des musiciens dans la fosse d'orchestre, donc déjà un cinéma visuel et sonore, mais aussi, et pourquoi pas, de l'image en couleur sur l'écran. Évidemment, seule l'affiche est en couleur, mais les affiches des frères Lumière sont tout aussi ambiguës sur ce plan. Et donc le cinématographe Lumière, pendant l'année 1896, connaît un succès extraordinaire. Vous voyez qu'il faut maintenir l'ordre, la demande est trop importante, on a tout à fait changé de nature d'affiche, et ce malheureux ecclésiastique n'a pas la possibilité d'assister à ce spectacle, ou en tout cas il lui faudra patienter. Et donc, on renouvelle le programme, on annonce toutes les extraordinaires choses que l'on va pouvoir découvrir, la pêche à l'épervier, l'arrivée des toréadors, etc. Mais vous notez aussi, sur ce mauvais document que j'ai récupéré, vous lisez peut-être, ne pas confondre avec les grossières imitations du cinématographe Lumière. Donc Lumière, le seul, le vrai,
Il faut dire que s'appeler Lumière et inventer le cinéma, c'était quand même un cadeau, mais ils arrivent effectivement, par le renouvellement très régulier des projections et par la qualité des films, au-delà de l'invention, parce qu'il ne s'agit pas de le voir une seule fois, ils arrivent à prendre le pas sur leurs concurrents. Et donc, Louis Lumière développe avec modestie, mais un talent indéniable, un art cinématographique dont il dira simplement plus tard, interrogé par Henri Langlois et quelques autres historiens, Georges Sadoul, les premiers historiens du cinéma, il dira « Je me préoccupais beaucoup de la mise en page de mes sujets ». Voilà la façon dont il a conçu son art, la mise en page de mes sujets. Mais effectivement, si on oublie le mot de page, et si l'on comprend qu'il s'agit d'un art de la composition qui touche autant qu'à l'espace, la gestion de ces 50 secondes, la gestion de ce format fixe, la lumière naturelle, le peu de moyens qui lui fait choisir ses sujets autour de lui, Auguste, Madame Vinclair Lumière et leur petite fille, le repas de bébé. Ce qui frappe à chaque fois qu'on regarde ces séquences avec attention, et surtout quand on les redécouvre dans leur beauté, ce qui frappe à chaque fois, c'est la parfaite maîtrise de l'ensemble des paramètres, et en même temps, la façon tout à fait renversante de proposer des surprises, mais des surprises qui sont quasi des surprises formelles, des surprises esthétiques, à l'intérieur de cette durée. Bien sûr, c'est le cinéma de famille qui s'invente là, mais c'est aussi l'un des fondements des esthétiques les plus profondes du cinéma, ce qu'Andrei Tarkovsky appellera beaucoup plus tard sculpter le temps. Car, et dans les commentaires qu'il fait des films de Lumière, dans le DVD qui les reprend, Thierry Frémaux montre très bien à quel point la durée est toujours densifiée. Tout le monde fait quelque chose tout le temps dans les films de Lumière. Tout le monde a conscience, on pourrait presque croire que même le bébé a senti la nécessité de rester actif et dynamique. Et quand ce ne sont pas les personnages qui bougent, ce sont d'autres éléments qui vont générer cette densité spatiale et temporelle dans les films de Lumière. Alors, l'émerveillement des premiers spectateurs, on le connaît. Ce qui frappe, c'est au fond de voir comme si on n'avait jamais vu un réel qui vibre, qui bouge et qui semble exister encore plus que la réalité, même si ce réel est encore sans le son et sans la couleur. Une petite fille présentée en grandeur naturelle, c'est adorable, une petite fille présentée en grandeur naturelle obtint un succès particulier. Elle dînait en plein air à côté de ses parents qui la faisaient manger. Rien de plus curieux que les petites mines de l'enfant heureuse, savourant avec toutes les grâces de son âge les friandises que son père lui offrait et rabattant de ses petites mains la bavette soulevée par le vent. Le même bébé réjouit encore l'assistance en essayant, mais vaidement, d'attraper à l'aide d'une cuillère des poissons rouges contenus dans un bocal. On dirait que ce n'est pas seulement le cinéma qui s'invente, mais presque une façon de regarder le monde. Proust dit quelque part qu'il a fallu la peinture, qu'il a fallu les impressionnistes pour créer une certaine idée du paysage. Et pour qu'on voit leur beauté quand on s'y trouvait, on a l'impression qu'il faut ici la médiation cinématographique, ce quasi gros plan, pour voir l'enfant, pour voir les gestes de l'enfant,
pour le sortir de l'immense nature, pour le sortir d'un temps continu et pour brusquement cadrer l'espace et le temps à la fois. Je ne vous montre pas la très fameuse arrivée du train en gare de La Ciotat, mais vous notez la position particulière de la caméra. Cet endroit admirablement choisi, parfaitement choisi, qui va permettre au train d'arriver d'abord de loin, de traverser tout l'écran en diagonale, d'occuper l'espace et de voir les passagers qui en sortent peu à peu remplir toute la scène. On raconte souvent l'effet de frayeur produit par ce premier film ferroviaire, mais ce qui est le plus frappant, c'est la densité de l'action et la parfaite occupation du cadre. Je vous ai raconté à plusieurs reprises que toute cette histoire tourne quelque part entre la vie et la mort. La vie saisie, la mort évitée, mais quelqu'un qui perçoit davantage le cinéma naissant du côté de la mort, c'est Maxime Gorki, dans la première description qu'il en donne. On se croirait plutôt chez Robertson que chez les Lumières. Et c'est pourtant des films Lumière qu'il a vus, en Russie. J'étais hier soir au royaume des ombres. Si vous saviez comme cela est étrange. C'est un monde silencieux, sans couleur. Tout, la terre, les arbres, les êtres humains, l'eau et l'air, tout y est d'un gris monotone. Les rayons gris du soleil brillent dans un ciel gris, les yeux sont gris dans des visages gris, grises aussi les feuilles des arbres. Ce n'est pas la vie, mais son ombre. Ce n'est pas le mouvement, mais son spectre muet. Tout se passe dans un étrange silence. On n'entend pas les roues des voitures, ni le bruit des pas, ni les conversations. Rien, pas une seule note de la complexe symphonie qui accompagne toujours le mouvement de la vie. C'est un texte assez isolé et singulier, mais qui révèle probablement aussi une des dimensions essentielles du cinéma et l'une de celles que le cinéma de fiction exploitera. On ne sait pas si Gorki a vu L'arroseur arrosé, mais généralement, ce n'est pas une atmosphère morbide qui saisit le spectateur de cette minuscule comédie. Je vous montre encore deux petits films qui me frappent par leur caractère tout à fait simple, anodin et en même temps extraordinaire. Ce chat en majesté, ce chat qui est comme un tigre ou un lion en occupant, on peut dire en gros plan, toute l'image, ce chat de profil qui se nettoie, le voici confronté à l'enfant, à l'assiette, regard caméra. Et on avait une sortie de champ, on a une nouvelle entrée dans le champ, une nouvelle action, et le chat complètement barbouillé, une petite chute humoristique. C'est d'une simplicité extrême, mais on sait que le chat n'a pas pu être dirigé, on sait que la pellicule était chère, qu'il ne s'agissait pas de la gaspiller, il n'y a pas, dans les films de Louis Lumière, véritablement de déchets, on ne fait pas 3 prises, 4 prises, on est concentré, et c'est là comme un petit morceau de réalité et en même temps un peu de surréalité absolument parfait. Et celui-ci, le lancement d'un navire, « 50 secondes, une occupation du cadre, une occupation de l'espace absolument géniale. Parce que ce n'est pas un travelling, c'est le bateau qui crée cet effet de cache. Le paysage, nous l'avons entrevu au début et à la fin, nous avons l'impression vraiment de le découvrir. Et en même temps, tous ces spectateurs mènent chacun leur petite action. C'était irrépétable, c'est indirigeable. Et pourtant, ça donne un sentiment de perfection, malgré la qualité médiocre
de la projection que j'assure ici. Alors, comme il s'agit de faire tourner la boutique, Louis Lumière comprend qu'il ne pourra pas alimenter tout le temps en nouvelles prises de vue les spectateurs, et donc il a une intuition formidable qui va être de faire découvrir le cinéma au monde et d'enrichir le nombre de prises de vue par tout ce que les projectionnistes caméramans vont présenter et réaliser. C'est une opération à la fois commerciale et esthétique qui est formidable. On part à la conquête du monde, on fait découvrir très vite, très vite, le cinématographe, partout le même enchantement, partout le même succès, surtout que généralement les opérateurs lumière tournent avant la première projection 1 ou 2 films dans la ville dans laquelle ils se trouvent, et donc la mêlent aux vues exotiques. Chaque pays a son exotisme, mais il y a en même temps cette familiarité, cette évidence, cette immédiateté. On fixe un événement qui vient d'avoir lieu et on acquiert ainsi la confiance du public. Alors ils vont sillonner le monde, partir aux États-Unis et filmer New York mieux qu'Edison ne l'a fait, partir au Cambodge et en ramener des collections de films dont on a l'impression que même si chacun des opérateurs Lumière a sa personnalité et son style, dont on a l'impression qu'ils ont quand même tous été formés préalablement par Lumière, car un certain nombre de principes esthétiques vont être maintenus. L'une des choses que ces opérateurs vont ajouter, eux qui se transportent sans cesse, c'est l'invention du travelling. On avait vu comment Robertson utilisait les roulettes de sa caméra pour créer des jeux d'illusion, enfin de son projecteur pour créer des jeux d'illusion, mais ici on va se servir des trains et des bateaux sous toutes leurs formes pour réaliser à Venise et ailleurs des mouvements absolument parfaits qui apporteront un supplément de langage au cinéma sans abandonner l'idée du plan fixe. En 1897, les Lumières publient une notice sur leur invention où ils expliquent en détail les principes. Il est intéressant de noter que dès la première page, on y parle de M. Janssen, de Muybridge, de Marey, de la chronophotographie, et que donc les Lumières s'inscrivent très précisément et très honnêtement dans une chaîne d'invention, principalement française, il est vrai. Et voici Méliès, jeune, dessinateur, caricaturiste, adversaire acharné du général Boulanger, Méliès, apprenti prestidigitateur, et bientôt propriétaire d'un des théâtres les plus fameux de Paris, le théâtre Robert-Houdin. Méliès est une personnalité excentrique, plus artiste que les Lumières, un homme qui s'est nourri de toutes les techniques d'illusion, qui a fait aménager ou réaménager le théâtre Robert-Houdin avec des dispositifs tellement sophistiqués que lorsqu'à un moment il faudra faire des travaux dans le théâtre, pour des raisons de sécurité, les spectacles devront être interrompus pendant plusieurs mois. Il est impossible à Méliès de présenter ses spectacles dans une autre salle. Toute la salle est une boîte magique, tout sert, et les jeux de rétroprojection à la Robertson sont prioritairement utilisés. Méliès est un bon dessinateur et tous ses tours, il les prépare d'abord par des dessins extrêmement précis. Il sait de quel point de vue les scènes seront vues, il sait ce qu'il faudra faire après pour transformer cette image désirée en un dispositif qui fonctionne jour après jour. Et donc, prestidigitation, magie rapprochée, projection, toutes les techniques se mêlent, la concurrence est vive sur les boulevards, il faut sans arrêt renouveler les sensations pour que les gens reviennent. Méliès a entre autres talents celui d'être acteur. Il présente lui-même ses trucs, il a l'habitude de la scène, il aime la scène. Et donc, quand il obtient enfin la possibilité de disposer d'un cinématographe pour son propre usage, la première chose qu'il pense faire, c'est de reprendre des tours
du théâtre Robert Houdin sous forme cinématographique. Il se dit qu'il va être assez simple de les filmer et de les projeter. Simplement, assez vite, il se rend compte que la prestidigitation repose strictement sur la présence des spectateurs et de l'illusionniste dans le même espace. Et que filmer un tour donne immédiatement le sentiment du chiquet, du truc. C'est trop facile. Par contre, alors qu'il a réalisé cet escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin, qui ne l'a pas convaincu, il fait une scène en extérieur et la caméra se bloque. Et lorsque la caméra se remet en route, la scène, dans la rue qu'il filmait, s'est totalement modifiée. Des voitures ont apparu, d'autres ont disparu. Et là, il comprend que le langage cinématographique va lui permettre, bien sûr, de se servir de tout ce qu'il a appris, mais surtout de mettre au point de nouveaux dispositifs d'illusion. Et il sera, la plupart du temps, le principal acteur de ces films, mais en même temps un cinéaste extraordinairement soucieux de la spécificité de son langage. C'est l'homme orchestre. Les trucages qui sont à l'œuvre ici laissent pantois, parce qu'évidemment, tout est réalisé en direct, il n'y a aucune manipulation de laboratoire, il n'y a pas d'effets spéciaux en post-production, c'est une notion qui n'existe pas. Comment fait Méliès ? Eh bien, il rembobine la pellicule autant de fois qu'il y a de parties dans l'image, autant de fois qu'il y a de chaises. Et donc, chaque fois, 6/7 de l'image, dans ce cas précis, 6/7 de l'image, Méliès ne serait pas content s'il m'entendait dévoiler le truc, car c'était quelque chose qu'il détestait. Les 6/7 de l'image sont à chaque fois masqués. Et seule une petite partie est exposée. Simplement, imaginez la concentration qu'il faut à Méliès pour se représenter à chaque instant, sur chaque bande, ce qui doit se passer pour qu'au moment où tout sera développé, les actions soient synchrones. C'est proprement hallucinant. Aujourd'hui, il faudrait une armée de spécialistes des effets spéciaux pour refaire ça avec nos technologies. Il le fait là, tout seul, intuitivement, en inventant quelque chose qui semble quand même extrêmement risqué, puisqu'il suffit qu'il y ait un coup de jour sur une seule des vues ou que les zones de délimitation de la pellicule, toutes petites, ne soient pas parfaites pour que le truc se voit instantanément. Alors le dessin l'aide énormément et on peut dire qu'il existe dans l'histoire du cinéma un cinéma qui repose avant tout sur une esthétique venue de la photographie, sur la saisie du réel, sur l'empreinte de la réalité, et un autre cinéma qui vient du monde du théâtre et de celui du dessin, et qui préconçoit tout, un cinéma du storyboard. Et c'est bien évidemment de cela qu'il s'agit avec Méliès. Mais c'est absolument indispensable. Il n'y a pas d'autre manière de faire du Méliès que de procéder avec cette anticipation absolue. Alors on va voir au moins un petit morceau de
de l'homme à la tête en caoutchouc. Mais Méliès ne fait pas que des féeries, que des films de trucs. Il reconstitue l'affaire Dreyfus. Il reconstitue un couronnement royal en Grande-Bretagne, parce qu'il n'avait pas le droit de le filmer, personne n'avait le droit de filmer, et il le projette quelques semaines plus tard à Leur Majesté, qui se reconnaissent tout à fait, qui sont émerveillés alors qu'il avait pris un garçon boucher, une servante, pour les incarner. Et puis Méliès veut disposer d'un outil de travail véritablement efficace. Il construit à Montreuil le premier studio de l'histoire du cinéma qu'il dessine. Alors, il le dessine, d'abord il obtient un prix qu'il juge beaucoup trop élevé de la part d'un constructeur. Il décide de construire lui-même de manière plus artisanale et à un moment, il voit la verrière plier dangereusement et convoque le premier entrepreneur en disant mais pourtant on m'avait assuré que ces montants pouvaient supporter aisément 2 tonnes. Il dit mais c'est 18 tonnes que vous portez là, et donc Méliès doit recommencer la construction de son studio qui lui permet de travailler seulement pendant quelques heures de la journée, pendant les heures les mieux exposées, car tout se fait en lumière naturelle, mais dans ce studio, il a tous les éléments dont il a besoin, les décors qu'il construit ou fait construire, et les toiles qu'il peint lui-même de manière parfaitement adaptée à cet art du cinéma qu'il commence à théoriser. Alors il devient un personnage très important. Pendant les soirées, il continue à présenter les spectacles au théâtre Robert Houdin, et pendant la journée, il réalise ses films. Et ce qui lui importe le plus, c'est de mettre au point une esthétique de l'artefact absolu. Lorsqu'il s'agit d'illusions ou de féeries, dira-t-il, l'invention, la combinaison, les croquis des trucs et l'étude préalable de leur construction demandent un soin tout spécial. La mise en scène est également préparée à l'avance, ainsi que les mouvements de figuration et le placement du personnel. C'est un travail absolument analogue à la préparation d'une pièce de théâtre, avec la différence que l'auteur doit savoir tout combiner lui-même sur le papier et être par conséquent auteur, metteur en scène, dessinateur et souvent acteur,
s'il veut obtenir un tout qui se tienne. Et donc les dessins sont extrêmement nombreux, il a la chance de pouvoir les exécuter lui-même. Les costumes, construits spécialement, enfin élaborés spécialement. Des dessins qui préparent les films, mais qui quelquefois leur succèdent. Il réalisera beaucoup des dessins les plus connus du voyage dans la Lune bien longtemps après, dans une période où il sera tout à fait oublié. Et des dessins qu'il suit scrupuleusement, notamment pour le voyage dans la Lune, et qui leur donnent ce petit charme Pierre et Gilles qui ne vous aura pas échappé. L'artefact est une religion presque aussi forte pour Méliès que la nature pour Lumière. Si l'on veut obtenir un bon résultat photographique, le mieux est de n'employer, même pour les chaises, cheminées, tapis, meubles, candélabres, pendules, etc., que des objets fabriqués spécialement et peints également dans diverses nuances de gris, gradués avec soin, suivant la nature de l'objet. On l'appellera à son époque le Jules Verne du cinéma, les films s'exportent partout, son frère Gaston part aux États-Unis et le popularise, mais les imitations arrivent très vite. Et puis les années passent et ces féeries commencent à être concurrencées par d'autres types de films, par les premiers burlesques, par les premiers westerns, par ce que les Américains construisent dans des formats plus longs. Les plus longs des films de Méliès ne dépassent pas 10 ou 15 minutes. Et Méliès entre dans une cruelle défaveur, fait quelques mauvaises affaires. D'autres s'imposent à cette époque-là, comme Alice Guy, première femme cinéaste, qui développe d'abord des recherches de cinéma sonore et qui obtient des résultats intéressants dès 1900 à peu près. Mais elle part ensuite aux États-Unis, où elle connaîtra une ascension, mais une récupération de ses techniques par l'infatigable Edison. Et les talking pictures, a fact, a reality, sont exploités par d'autres. Au kinétoscope succède le kinétophone. Ce n'est pas le cinéma parlant comme nous l'entendons, mais c'est une tentative de faire fonctionner ensemble deux appareils de son invention. À Lyon, les usines Lumière prospèrent. Le cinéma les occupe moins. Les autochromes Lumière font leur fortune. Ils en produisent eux-mêmes, mais surtout ils vendent de la pellicule. C'est fabriqué, notamment ces autochromes, en utilisant de la fécule de pomme de terre, ne me demandez pas comment, mais on obtient des résultats tout à fait charmants et quelquefois pictorialistes. Et les Lumières, peu à peu, s'installent dans leur légende. Ce sont des hommes reconnus, honorés, membres de toutes les académies possibles, posant volontiers, surtout ensemble. De légendes que l'on célèbre, que la France célèbre, oubliant quelques moments d'égarement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et même le communiste Georges Sadoul verra en eux la grandeur de la France, plutôt que les complaisances avec Mussolini ou le maréchal Pétain. Ils vont mourir dans les années 40 comme des légendes, comme des symboles, et très vite un timbre-poste leur sera consacré. Pour Méliès, depuis la guerre de 14, les choses se passent beaucoup moins bien. On le sait depuis le film fameux Hugo Cabret. Le destin de Méliès est catastrophique. Son studio est incendié. La Première Guerre mondiale fait perdre aux gens le goût des fantaisies et des illusions dans lesquelles il excellait. Le studio est ruiné, puis détruit. Méliès tente de se relancer dans des affaires, mais rien ne marche. Et c'est la légende noire de la petite boutique qu'il tient avec sa seconde femme, Jeanne d'Alcy, dans un coin de la gare Montparnasse, la boutique de confiserie et de jouets où il passe de nombreuses années, avant qu'un des premiers historiens du cinéma, un certain Coissac, n'apprenne que ce Méliès, dont il a vu quelques films, il en reste si peu, que ce Méliès existe toujours, obtienne son adresse, aille le voir, le fasse parler, et que, pour apporter à cette histoire du cinéma que je pourrais prolonger longtemps si l'heure n'était pas si avancée, pour que cette histoire du cinéma se termine sur un happy end, Méliès vieux assiste
à ce gala Méliès avec le Tout Paris, introduit par Abel Gans, Léon Gaumont et bien d'autres, où l'on projette un public émerveillé, ce public qui est en train de découvrir un cinéma enfin devenu parlant, les merveilles retrouvées. Et comme l'histoire est pleine d'ironie, et que personne ne peut être pleinement heureux de tout ce qui s'est passé, on projette après l'entracte le film Forfaiture. Merci.